Dans cette vidéo, nous allons voir la définition de l'intégrale impropre et nous allons montrer comment calculer une intégrale définie dont au moins une des bornes est infinie. Lorsque nous voulons intégrer entre a et b une fonction f qui est continue sur l'intervalle fermé AB, on utilise le théorème fondamental du calcul qui nous permet de calculer cette intégrale à partir d'une primitive de f. Dans le cas où a ou b est plus ou moins l'infini, le théorème ne s'applique pas directement parce que un intervalle qui contient l'infini ou qui contient moins l'infini n'est pas un intervalle fermé. Donc jusqu'à maintenant, nous avons toujours considéré des fonctions f qui étaient des fonctions continues sur un intervalle fermé AB, de telle sorte que a et b sont deux nombres réels. Dans cette vidéo, nous allons voir quoi faire si a ou b ou les deux sont plus ou moins l'infini. Pour ce faire, nous allons passer à travers les étapes suivantes. Premièrement, nous allons essayer d'interpréter géométriquement une intégrale qui a une borne infinie. On peut la représenter comme une aire sous une courbe de longueur infinie et nous allons commencer par discuter de ça. Ensuite, nous allons voir comment calculer une intégrale dont la borne supérieure est plus l'infini. Ensuite, une intégrale dont la borne inférieure est moins infinie. Et finalement, nous allons voir comment calculer une intégrale lorsque les deux bornes sont infinies. Il peut arriver dans certaines applications que une intégrale apparaît avec une des bornes infinies, puisque les valeurs possibles pour la variable pourraient commencer à moins l'infini par exemple, ou se terminer à plus l'infini, ou les deux, prendre toutes les valeurs possibles entre moins l'infini et plus l'infini. Par exemple, si on prend un exemple géométrique, on pourrait vouloir calculer l'aire sous la courbe de la fonction y égale x à la moins x pour toutes les valeurs de x positives, donc pour x allant de 0 jusqu'à plus l'infini. On pourrait l'écrire sous la forme de l'intégrale comme ça, donc une intégrale entre 0 et l'infini de la courbe x à la moins x dx, et se poser la question, cette intégrale-là est égale à combien? On peut aussi représenter géométriquement la courbe x à la moins x, qui est en rouge ici, et dans le fond, cette intégrale-là correspond à calculer l'aire qui est en bleu, et qui se prolonge, comme on peut voir dans le dessin, qui pourrait se prolonger comme ça jusqu'à l'infini. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a un sens de donner une valeur, une mesure à une surface comme ça qui s'en va jusqu'à plus l'infini? Eh bien, nous allons essayer de nous convaincre que oui, c'est possible de mesurer une telle aire avec un exemple géométrique un peu plus simple. Commençons par dessiner un carré de dimension 1 par 1. Donc l'aire de ce carré, c'est bien sûr une unité carrée. Maintenant, si on prend seulement la moitié de ce carré-là, donc seulement on divise en deux et on prend seulement la partie à gauche, bien sûr la surface qui est couverte par cette moitié-là, c'est une demi, puisque c'est la moitié de l'aire totale qui est 1. On pourrait s'intéresser à refaire ce processus-là, donc prendre la partie qui reste, qui est en blanc, et la couper en deux, et prendre seulement la moitié de cette surface-là, ce qui mesurait un quart, vu que c'est la moitié de la moitié qui reste. On continue le même processus avec le carré restant. On prend seulement la moitié, et ça nous fait un rectangle qui a une aire de 1/8, donc la moitié du 1/4 qui restait. Et on peut continuer comme ça. Et on peut s'imaginer qu'on continue comme ça jusqu'à l'infini. Une question qu'on pourrait se poser, c'est quelle serait l'aire totale couverte par ce processus-là? Et bien sûr, on peut s'imaginer, en continuant à couper en deux, en deux, en deux, on peut s'imaginer qu'à l'infini, on s'approche de plus en plus du 1, de l'aire totale du carré de départ. On peut l'écrire mathématiquement de la forme comme ça, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16, donc si on fait la somme des aires, avec 3 petits points pour dire qu'on fait la somme jusqu'à l'infini, ça donne 1. Bon, c'est quoi le lien entre cet exemple-là et la fonction qu'on a vue tout à l'heure où on devait calculer l'aire sous la surface sous la courbe d'une fonction? Eh bien, imaginons qu'on a un plan cartésien et que je dessine sur ce plan cartésien-là, je dessine un petit rectangle de largeur 1 unité et de hauteur 1/2. Bien sûr, les deux axes ne sont pas à la même échelle, mais on va le dessiner comme ça juste pour que ce soit un peu plus lisible. Donc la surface de ce rectangle-là, vu que c'est un rectangle, c'est la base fois la hauteur, donc c'est 1 fois 1/2. Donc la surface qui est couverte par ça devrait être 1/2. Si on ajoute un autre rectangle qui a la moitié de la hauteur, mais qui a la même largeur,
bien sûr, sa surface serait de 1 quart. Et on continue comme ça. On prend toujours la moitié. Donc le prochain serait 1 huitième, et ainsi de suite pour les autres. Supposons qu'on continue comme ça jusqu'à l'infini. L'aire totale couverte par tout ce rectangle-là, c'est bien sûr 1. Parce que c'est exactement la même somme. Si je fais la somme de tous les rectangles jusqu'à l'infini, c'est exactement la même que j'avais tout à l'heure, qui était dans mon carré d'aire 1. Donc on peut très bien s'imaginer se dessiner une fonction f de x qui est toujours incluse à l'intérieur des rectangles que j'ai pris et qui s'en va comme ça jusqu'à l'infini. Si je pose la question, c'est quoi l'intégrale en 0 et l'infini de cette fonction-là? Si on voit cette intégrale-là comme l'aire sous la courbe, ben, on voit tout de suite que cette aire-là n'est pas infinie parce qu'elle est au moins plus petite que 1, qui est l'aire couverte par les rectangles. Maintenant que nous avons vu qu'une intégrale ayant une borne infinie peut avoir un sens, regardons comment on fait pour calculer une telle intégrale. Donc, commençons par le premier cas, où nous avons une intégrale avec une borne supérieure qui est plus l'infini. Donc ici, c'est la borne supérieure qui est infinie. Et si on trace ce cas-là sur une droite réelle, disons qu'on commence avec a ici, on va supposer que la fonction f est continue sur tout l'intervalle partant de a jusqu'à plus l'infini. Ce que ça veut dire, c'est que si on fixe une autre valeur, disons t, n'importe où sur la droite réelle à droite de a, on peut utiliser le théorème fondamental du calcul directement pour calculer l'intégrale entre a et t. Et t peut prendre n'importe quelle valeur tant que c'est supérieur à a. Ainsi, nous pouvons calculer l'intégrale allant de a jusqu'à l'infini en calculant d'abord cette intégrale allant de a à t en utilisant le théorème fondamental, et ensuite en prenant une limite lorsque t tend vers l'infini. Avec cette nouvelle méthode de calcul, on peut essayer maintenant de calculer l'intégrale qu'on avait au début. Donc on voulait calculer l'intégrale entre 0 et l'infini de x fois e à la moins x. On le définit comme étant la limite lorsque t tend à l'infini, l'intégrale entre 0 et t de x à e à la moins x. La partie où est-ce qu'on a une intégrale à faire, on l'a fait avec le théorème fondamental du calcul. Donc on trouve d'abord une primitive. Ici, pour trouver une primitive, il faut utiliser la méthode d'intégration par partie. Je vous laisse faire les détails. Le résultat, c'est qu'une primitive serait moins x plus 1 fois e à la moins x. Et je dois évaluer cette primitive-là en 0 et t, donc en t puis en 0 et ensuite faire la soustraction. Si je remplace le x par t, ça donne moins t plus 1 à la moins t. Si je remplace x par 0, ça fait moins 0 plus 1, donc 1, e à la 0 qui est aussi 1. Donc ça fait moins, ça fait plus, et donc on a plus 1. Si on regarde juste la partie qui est une variable t, c'est une forme indéterminée puisque ça tend vers l'infini dans le cas de t plus 1 et vers 0 dans le cas de l'exponentielle e à la moins l'infini. Et donc, on a une forme 0 fois infini qui est indéterminée. On peut lever l'indétermination en utilisant la règle de l'hôpital, et à ce moment-là, on va trouver que la limite, c'est 0. Donc lorsqu'on calcule cette limite-là, donc on a cette partie-là qui est 0 plus 1, donc il reste 1, donc l'intégrale est égale à 1. On procéderait exactement de la même façon si la borne inférieure était moins l'infini, au lieu de la borne supérieure qui est plus l'infini. Donc si cette fois-ci la borne inférieure est celle qui est infinie, celle qui pose problème, la seule chose que ça change, c'est que sur la droite réelle, on doit supposer que la fonction est continue entre moins l'infini et b, et prendre une valeur à gauche de b, donc une valeur plus petite que b, disons qu'on l'appelle s. Et à ce moment-là, c'est exactement la même chose. On va supposer que la fonction est continue entre s et b, donc on peut utiliser le théorème fondamental du calcul pour n'importe quel s. Et ainsi, on va obtenir l'intégrale entre s et b de f de x dx. Ensuite, on a juste à prendre la limite de cette intégrale-là lorsque s s'approche de moins l'infini. Faisons un exemple où c'est simple de trouver la primitive. On va faire juste e à la x, mais cette fois-ci entre moins l'infini et 1. Donc, d'après la définition, c'est la limite lorsque s tend vers le moins l'infini, l'intégrale entre s et 1 de e à la x dx. Une primitive de e à la x, c'est e à la x, vu que c'est une fonction exponentielle, et
et on doit l'évaluer en 1 pardon, et ensuite en s, et faire la soustraction, ce qui fait e à la 1, qui est e, moins e à la s. Lorsque s tend vers moins l'infini, le e à la s tend vers 0, ce qui fait qu'il reste seulement e à la 1, qui est égal à e. Le seul cas qui nous reste à traiter, c'est le cas où les deux bornes sont définies. Donc si on veut intégrer une fonction entre moins l'infini et plus l'infini. Dans ce cas-là, le but, ça va être d'essayer de se ramener aux deux premiers cas. Donc, c'est de se ramener à des intégrales où une seule des deux bornes est infinie. Donc, sur la droite, on suppose maintenant que la fonction est continue sur toute la droite des réels, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et le truc pour pouvoir utiliser les deux cas précédents, ça va être de séparer cette intégrale-là en deux, en fixant une valeur c quelconque. La réponse ne devrait pas varier selon la valeur c que vous choisissez ici. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi, ça pourrait être 0, moins 1, 10, n'importe quel nombre, ça fonctionnerait ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer de moins l'infini à c, et ensuite de c à plus l'infini, ce qui va nous permettre de séparer l'intégrale en deux en utilisant les propriétés des intégrales définies. Supposons par exemple que nous voulons intégrer entre moins l'infini et l'infini la fonction e à la moins x. Je peux choisir n'importe quelle valeur pour séparer l'intégrale. Ici, j'ai choisi 2, donc j'intègre de moins l'infini à 2, puis de 2 à plus l'infini, mais vous pourriez faire le même exercice avec n'importe quelle autre constante qui remplace 2. Avant d'intégrer, on doit d'abord prendre chacun des deux cas et les calculer à l'aide de limites. Donc dans le premier cas, la borne infinie est inférieure, donc ça va être une limite lorsque s tend vers moins l'infini, et l'intégrale va aller de s à 2. Dans le deuxième cas, c'est la borne supérieure qui est infinie, donc on fait la limite lorsque t tend vers l'infini de l'intégrale entre 2 et t. Une primitive pour e à la moins x, ce serait tout simplement moins e à la moins x. Et dans les deux cas, donc je fais la limite quand s tend vers moins l'infini ou la limite quand t tend vers plus l'infini, en prenant bien soin de garder les mêmes bornes que dans l'intégrale définie juste à la ligne précédente. Si on fait la soustraction, donc dans le premier cas, pour la première limite, j'ai moins e à la moins 2 quand je remplace x par 2, puis moins e à la moins s quand je remplace x par s. Vu que c'est une soustraction, ça devient un plus. Et dans la deuxième, je dois remplacer x par t et ensuite x par 2, et faire la soustraction aussi. On va calculer chacune des deux limites séparément. Si on prend la première limite, celle avec s, bon, la première partie c'est moins e à la moins 2, ça c'est juste une constante. Mais le e à la moins s, quand s tend vers moins l'infini, ça devient e à la plus l'infini. Et n'importe quelle constante, plus l'infini, ça donne plus l'infini. Dans la deuxième limite, je dois remplacer t par l'infini. Donc pour le premier terme, j'ai moins e à la moins l'infini. E à la moins l'infini, ça tend vers 0. Donc cette partie-là compte comme 0. Et il reste une constante qui est e à la moins 2. Donc 0 plus e à la moins 2, ça donne e à la moins 2. Puisque cette limite-là est juste une constante, e à la moins 2 c'est seulement une constante, c'est plus l'infini qui l'emporte, et donc la limite est plus l'infini. Donc dans ce cas-ci, on va dire que cette intégrale impropre diverge, et sa valeur est plus l'infini.